Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première émission de la rentrée pour l'Hebdo de la médiation. Évidemment, je vous le rappelle, l'Hebdo de la médiation, c'est tous les mercredis à 12h30. Nous reprenons des sujets d'actualité concernant la médiation, évidemment, mais aussi il y a des éléments de concept, donc les outils et les méthodes de la médiation professionnelle sont abordés lors de ces différentes émissions et aujourd'hui donc, c'est la première de la saison. Bienvenue à toutes et à tous et nous allons parler, pour commencer, d'un aspect qui n'est pas le plus fondamental pour la médiation professionnelle, mais qui est de l'ordre de l'actualité juridique, c'est-à-dire le décret qui est paru le 18 juillet 2025 sur les modes amiables dans le système judiciaire uniquement. Et pour ça, bien sûr, je suis avec mon compère j'allais dire de toujours, pas tout à fait, mais de maintenant quelques années, Jean-Louis Lascou, président du CRESIR et médiateur professionnel, initiateur de la médiation professionnelle. Et donc ce décret, tu l'as passé à la moulinette et on en a discuté et effectivement, jusqu'à maintenant, tout ce qui a été dit dessus, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup plus intéressant à produire par rapport à ce décret, même s'il n'est pas fondamental. Alors, oui, bonjour à tous. Donc, c'est vrai que c'est pas fondamental. C'est un décret qui vient rajouter du texte à du texte, hein. C'est des juristes encore qui se mêlent de quelque chose qu'ils maîtrisent mal, qui est la médiation d'une manière générale. On le va le voir, parce que quand on va le passer au tamis, vous savez, on va passer ce décret au tamis, et puis on va voir que c'est pas du tout la même chose que ce que peuvent dire des avocats, par exemple, hein, sur le sujet, ce que peuvent dire des médiateurs traditionnels, hein, parce qu'on a vu qu'il y a eu des publications un peu partout, notamment sur le village de la justice, sur lequel j'écris et sur lequel nous écrivons aussi. Donc, c'est aussi le point de vue des magistrats. Ce n'est pas le même. Surtout les magistrats, quand ils appartiennent également au Conseil national de la médiation, où ils sont tout contents d'avoir sorti un texte qui va montrer qu'en fait, ils s'intéressent à la médiation, mais qui devient à chaque fois la médiation, c'est devenu une béquille dans un système qui s'appauvrit. Parce que c'est vrai que euh, ce qu'on a pu dire déjà depuis longtemps, c'est que appauvrir le système judiciaire, c'est pas une solution. C'est pas la solution de voir la médiation comme étant un système de plâtre sur la jambe de bois judiciaire, qui devient de plus en plus en difficulté parce qu'il y a un appauvrissement. Il y a moins de magistrats, il y a moins de tribunaux, alors qu'il y a une augmentation de la population. Donc on se dit, mais oui, on va promouvoir la médiation. D'accord. Mais c'est pas une affaire de juriste, la médiation, allons. Euh, on va le voir. C'est même un système qui est mis en place, c'est un système de concurrence quasiment déloyal. Et c'est comme ça qu'il va falloir voir ce décret. Donc j'attaque fort, hein. C'est vrai, alors on va dire oui, d'accord, la médiation professionnelle, il y a toujours de la contestation sur le système qui est là, mis en place, avec la bonne volonté et la bienveillance de la tradition judiciaire. Mais c'est pas comme ça qu'on fait évoluer d'une manière crédible un processus et des moyens qui peuvent permettre aux citoyens de mieux s'entendre. Parce que c'est bien ça l'objectif. C'est dans une société où l'on comprend bien le sens politique d'une institution telle que le système judiciaire, ou même toute forme d'institution qui évolue et qui apparaît aujourd'hui. Le droit à la médiation, ça c'est une nouvelle forme d'accès à un exercice étendu de la liberté. Donc c'est bien de ce droit à la médiation dont on va parler par rapport à ce décret. Et on va voir qu'il y a 8 points sur lesquels ce décret pêche. Alors peut-être 8, je vais peut-être en rajouter un, ça fera 8 plus un. Il y en a un qui est au fondement de tout ça, en fait, c'est qu'à chaque fois, on peut considérer que en fait, le point de vue de l'institution judiciaire est légitime. Il est légitime et néanmoins, il manque des éléments pour leur permettre de concevoir, d'appréhender et de comprendre finalement ce qu'est la médiation professionnelle. Et c'est peut-être ce point-là, en fait, de ce point-là que découlent toutes les décisions qu'ils prennent
non pas en toute connaissance de cause, mais bien au contraire, parce qu'il manque d'informations, de connaissances et de savoir sur ce qui est pratiqué réellement en médiation professionnelle, qu'elle soit dans le cadre judiciaire ou autre. D'ailleurs, on a des modalités qui ne sont pas encore suffisamment connues et pourtant, nous sommes là à leur disposition justement pour pouvoir partager avec eux quelle est la réalité de l'intervention d'un médiateur. Donc je Oui, rajoute ce petit point. c'est vrai que l'une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'il y a deux clans. C'est-à-dire qu'il y a un clan, celui de la médiation professionnelle, hein, qu'on développe depuis maintenant 25 ans, et puis celui de la médiation traditionnelle qui est accaparé sur le sillon du système judiciaire, avec des politiques qui sont toujours en train de se dire, mais ouais, on va retenir la médiation. Donc on a bien vu que c'était un avocat qui était devenu ministre de la Justice, Dupond-Moretti, euh, sur lequel on va parvenir par rapport à ces différents aspects. Mais néanmoins, ben voilà, c'est un avocat qui vient défendre un modèle, une représentation. À chaque fois, on peut voir que c'est clanique. Et ça pose problème quand même. Parce que même si au Conseil national de la médiation, il y a eu plusieurs personnes qui ont suivi la formation de l'EPMN, qui ont intégré ce dispositif, en fait, l'objectif, ça a été de maintenir une représentation juridique de la démarche processuelle de la médiation. C'est comme quand on était allé voir la vice-présidente du Parlement européen pour défendre l'idée de la médiation, où j'avais dit, mais en fait, attendez, la médiation, c'est pas une procédure, c'est un processus structuré. Et quand j'avais parlé de processus structuré, je parlais bien évidemment du processus structuré de la médiation professionnelle et qui fait qu'on sait parfaitement qu'un processus structuré, c'est pas un entretien individuel et puis des réunions. Ça, c'est ridicule. C'est le processus structuré qui permet aux personnes de réfléchir et de changer de posture et de réfléchir autrement et d'aller vers trois types d'issues sur un accord. Donc c'est vrai, Jérôme, l'un des premiers points, c'est de bien comprendre ce que c'est que la médiation professionnelle. Le deuxième point, puisqu'on en a huit quand même après, c'est donc de regarder ce qu'on peut appeler une exigence envers la médiation hein, versus l'exigence envers la justice étatique. Je l'ai abordé là. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie de légitimité. Quand on parle de médiation, généralement, on parle dans le monde judiciaire, on parle de réussite de la médiation. Est-ce que votre médiation va réussir? Est-ce que le médiateur est compétent pour faire en sorte que ça réussisse? Mais je dirais, si ce tamis était utilisé par rapport au système judiciaire lui-même, ben, il n'y aurait plus de procédure, hein parce qu'on perd toute crédibilité, parce qu'il y a tellement, en première instance, puis appel, puis recours, cassation, et puis retour donc devant le tribunal. Alors on commence par un référé, ça va pas au référé, on va au fond, etc. Donc il y a un ensemble de procédures hallucinantes qui font que c'est cet ensemble de procédures complètement, je disais, hallucinant, fait qu'il y a une dissymétrie forte entre l'exigence qui est posée sur la médiation, qui doit réussir tout de suite. En 5 6 mois, paf, ça doit être bouclé. Et bien bouclé, parce que sinon, c'est la crédibilité de la médiation qui est mise en cause. Mais alors on arrive avec la médiation sur une instrumentation qui est déjà en échec, non pas sur un an, non pas sur 2 ans, non pas sur 3 ans, non pas sur 4 ans, non pas sur 5 ans, non pas sur 7 ans, parfois 10 ans, parfois 30 ans. Non mais c'est quand même hallucinant de faire en sorte que le système de médiation soit mis sous la tutelle d'une autorité judiciaire qui est confrontée à un échec, je dirais, culturellement dramatique. Non, ça, il faut quand même
bien comprendre, et ça serait important que sur le plan politique, il y ait une réflexion approfondie sur ce qui fait la caractéristique de la médiation par rapport à tous les systèmes d'autorité qui sont mis en place. La médiation n'est pas au service de systèmes d'autorité. On le voit, ça ne marche pas déjà quand on pense en médiation politique, que, je veux dire internationale, on y reviendra lors du symposium. Eh bien, quand on place la médiation sous un système d'autorité, c'est l'échec. Eh bien, en médiation civile, c'est pareil. C'est l'échec. Il faut donner à la médiation sa propre structure d'autorité de façon à ce qu'elle ne soit pas placée arbitrairement sous les autorités traditionnelles. Ça, c'est la première erreur. Donc, c'est l'exigence, en fait, d'une vraie indépendance du système de médiation. Donc voilà, ça c'est. On va voir après que ça a des conséquences. Hein, qu'est-ce qui fait la réussite de la médiation? On sait nous. Mais c'est vrai que on a à côté des médiateurs traditionnels qui sont tellement formés au droit, à la morale et à la normalisation que c'est difficile de faire passer ce message qui est simple, mais qui évolue parce que j'ai été surpris de voir que si les concepts ne sont pas bien compris, ils sont appropriés quand même. On voit que, par exemple, Fabrice Vert, qui a écrit des articles sur le sujet, parce qu'il est magistrat et donc au Conseil national de la médiation, et puis vraiment très très fervent défenseur de la judiciarisation de la médiation, eh bien en fait, il utilise le concept de droit à la médiation, un peu comme si c'était quelque chose de nouveau. Et puis ils sont tous alignés sur l'idée que oui, ben, finalement, la médiation, ça devient une profession. Mais c'est toujours une profession sous haute tutelle. Donc, on va voir que c'est pas sans conséquence. Donc, il y a un deuxième point, Jérôme. C'est, c'est le Et deuxième oui, point, c'est la confusion aussi, encore une fois, une autre mais confusion. alors ça, c'est quelque chose qui était déjà récurrent, mais là, c'est encore une fois un apport de confusion entre les différents modes amiables et entre les différents professionnels qui viennent intervenir. Alors, il y en a qui ne sont pas professionnels en plus, hein, dans la conciliation, ce n'est pas des professionnels, mais dans le texte, en fait, il y a une confusion entre les techniciens, on parle de techniciens médiateurs, il y a une confusion aussi avec le conciliateur et bien sûr avec la médiation. Donc, ils mettent tout dans le même paquet et puis, petit aparté, c'est qu'à chaque fois, la médiation vient en dernier, hein, dans l'ordre des professions et des modes amiables. La médiation est systématiquement le dernier élément publié dans le texte. Et pourtant, il y a quelque chose de très très clair et de très facile, c'est que on sait avoir une définition, on a une définition qui permet de déterminer qui doit intervenir sur quoi. C'est très simple. Le contentieux, ça concerne tout ce qui est juridique. Et donc, il faut un professionnel du droit. C'est une définition très claire. Un litige, c'est un aspect technique. Il nous faut un expert. C'est évident. Et un conflit, c'est la partie émotionnelle qui est supérieure aux deux autres aspects. Et donc, c'est un médiateur professionnel parce qu'il s'agit là de relations. Si déjà on avait cette définition commune, ça permettrait de faire une clarification des rôles, des dossiers sur lesquels qui peut intervenir. Et ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde, et notamment pour les citoyens qui confondent en fait entre tout et qui vont aller de l'un à l'autre sans savoir exactement ce dont ils ont besoin dans leur cas. La justice pourrait aussi amener cette clarification dans les textes et apporter des éléments qui permettent aux citoyens d'avoir recours à ce dont ils ont besoin et non pas à être dans la confusion quand il s'agit de choisir. Évidemment, évidemment, ça, moi, évidemment, je peux que partager ça. C'est cette idée que quand il y a un conflit,
quand il y a un conflit. Hein. Un conflit, ça veut dire avec heurts. J'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le dire dans les formations des médiateurs professionnels à l'EPMN, mais ça veut dire heurter. C'est un conflit, c'est heurter quelqu'un en permanence. Hein. C'est dans l'idée, dans la pensée, dans la relation. Et donc, quand il y a un contentieux, et si ce contentieux devient conflictuel, bah, il faut faire appel au médiateur, évidemment. Parce que un contentieux, c'est quoi? C'est qu'une affaire de droit, euh, une affaire qui est problématique sur l'interprétation d'un texte. Bien. On n'est pas d'accord sur quelle est l'instance qui va devoir juger d'une chose. Bon, déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que la chose doit être jugée? C'est parce qu'il y a des gens qui sont en conflit. Bon, donc on va commencer par voir quelle est la problématique, et quelle est la problématique relationnelle. Relationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait conflit? Qu'est-ce qui a fait la dégradation de la relation? Donc, et puis après, ben, s'il reste que l'aspect contentieux, c'est-à-dire la relecture du droit, la réécriture du contrat, ça sera beaucoup plus facile de réécrire un contrat à partir du moment où les gens s'entendent mieux, se comprennent mieux, revoient leur position ou réévaluent leurs intérêts, leurs enjeux. C'est ça. Et donc revoient leur positionnement l'un vis-à-vis de l'autre, et parfois même par rapport à l'existence. Parce que c'est ça la médiation. C'est une réflexion fondamentale qui porte parfois sur juste l'esquisse du sens de la vie. C'est pas grand-chose, mais c'est important. Donc pourquoi je suis en relation avec quelqu'un? Quel est le sens de ça? Et donc si c'est un litige, c'est vrai que on peut se dire un litige qui est devenu conflictuel, c'est-à-dire un litige qui est devenu tellement euh, pointu, aigu, problématique, que les gens vont aller devant le système judiciaire. C'est plus le litige qui est important. C'est plus les aspects techniques. C'est la relation. Donc, aller faire appel à un expert, en premier lieu, incompétent en relation, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire, c'est inscrire déjà la médiation dans une dynamique d'échec. C'est possible quand, en première instance, il y a une difficulté, par exemple, de voisinage, on l'a vu maintenant, ben, les conflits de voisinage doivent faire obligatoirement appel à un médiateur. Bon. Mais pour tous les conflits qui vont être pendants en justice, c'est de faire appel à un expert, à un technicien du domaine. De quel domaine? Du domaine, par exemple, d'une difficulté qu'il peut y avoir entre deux personnes dans la construction d'une maison. C'est quoi? On va faire appel aux techniciens alors que les gens sont dans une relation tellement envenimée que tous les bons conseils de technique ne permettront pas de résoudre le différend. C'est ça qu'il faut voir. C'est que c'est pas le technicien qu'il faut faire venir. C'est le spécialiste de la relation. C'est pas un moralisateur. C'est pas quelqu'un qui va venir avec le droit en disant attention, si ça continue. Les gens, ils s'en foutent, ils sont capables de tenir pendant 30 ans de procédure, tellement ils sont pas contents. C'est donc un spécialiste de la qualité relationnelle. Dites-vous bien ça. C'est d'un spécialiste de la qualité relationnelle. Et ceux-là, ils sont exclusivement formés à l'EPMN depuis 25 ans. Donc ça, c'est un point essentiel. Et après, il y en a d'autres points essentiels. On n'en est qu'au deuxième, hein, mais c'est celui des aspects de la rémunération des médiateurs. Parce que ça, c'est évoqué dans ce fameux décret du 18 juillet 2025, hein, la rémunération des médiateurs qui est placée sous la tutelle, cette rémunération sous la tutelle des juges. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ce qui est étonnant, c'est que d'autres professions qui sont dans le système judiciaire ne sont pas sous la tutelle du système judiciaire, justement, pour la tarification qu'ils mettent en place librement, c'est-à-dire, par exemple, les avocats. Bah, Ah, oui, quelle est la différence finalement?
Euh, la différence qu'on voit, c'est la différence de traitement déjà du système judiciaire en fonction de deux professions qui interviennent dans ce champ-là, une à laquelle on laisse la liberté contractuelle, ce qui est le cadre normal, usuel, et puis le médiateur, on va attendre, on va vérifier, et puis surtout, on va commencer par dire, le médiateur, il va toucher ça. Le médiateur peut argumenter, justifier, mais le juge derrière peut dire, ben non, ce sera pas plus, c'est ça. À quel moment, sachant que le magistrat n'est pas en pleine connaissance de ce qui se fait, de la valeur ajoutée de la médiation, comment peut-il juger de la valeur de quelque chose qu'il ne connaît pas? Moi, je trouve que c'est très problématique quand des personnes écrivent un décret, écrivent un texte de loi sans consulter les professionnels de terrain. Eh bien, ça donne des décrets comme ça. Ça donne des décrets où il va falloir revenir dessus. Donc il va falloir refaire du texte sur du texte parce qu'ils vont revenir sur ce décret. Ils vont revenir obligatoirement parce que quand on continue, regardez, ça fait déjà 3 points qu'on pointe. C'est quand même problématique d'écrire des trucs pareils pour pouvoir définir une profession qu'on ne maîtrise pas, alors que les professionnels sont sur le terrain et qui vous invitent d'ailleurs au symposium de la médiation professionnelle qui va avoir lieu le 16 et 17 octobre à Paris cette année. Et puis qui a lieu depuis 25 ans. Donc on les invite, mais ils préfèrent faire secte ailleurs en se disant, ben, nous, on va se replier sur l'Institut catholique de Paris, par exemple, hein, des environnements de religieux qui définissent ce qu'est la médiation et qui imposent ce qu'est la médiation. Alors que c'est pas du tout, c'est une médiation moralisatrice. C'est une médiation qui est enfermée, qui est soumise à des formes d'autorité. Parce que c'est une forme, c'est ça, le principe, c'est placer la médiation sous une forme d'autorité. Regardez, depuis 25 ans, on a proposé d'autres formes d'approche pour garantir l'indépendance, parce que c'est l'autre point qui vient, pour garantir l'indépendance de la profession de médiateur. C'est pas simple. Parce qu'on se dit, mais comment une profession émergente comme ça peut être une profession satellite? C'est ça qui fait peur, hein. Une profession satellite comme ça qui peut se dire, mais comment on peut être sûr? Eh bien, regardez comment fonctionne la CPMN. Extraordinaire. C'est une instrumentation super qui fait que ça fonctionne bien. Mais la CPMN fonctionne selon des principes qui sont assez étonnants. Parce que c'est une modélisation. On s'est intéressé à toutes les structures qui existent, qu'elles soient institutionnelles ou non. Et une des structures qui nous a le plus intéressés, c'était la structure des journalistes. Regardez, pour pouvoir exercer en tant que journaliste, eh bien, il faut avoir une carte. Donc, mais on peut être indépendant et ne pas avoir de carte. On peut être journaliste sans avoir de carte. Mais cela dit, si on veut se faire reconnaître institutionnellement, eh bien, on peut avoir une carte. Alors, cette carte, elle est délivrée par qui? Eh bien, elle est délivrée par une instance qui garantit l'indépendance des journalistes. Eh bien, la CPMN fonctionne de cette manière-là. C'est une institution privée, tandis que l'institution des journalistes pose quelques petits problèmes quand même sur la délivrance des cartes. Mais cela dit, c'est quand même une pensée. C'est pas un ordre. Il n'y a pas un ordre des journalistes, hein. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas ordinal. Parce que quand on voit bien qu'il y a, comme je disais, le Conseil national de la médiation, ben c'est un regroupement de personnes qui pensent de la même manière. Même les personnes qui sont issues de notre formation, qui ont été appelées dans cet environnement, ben, en fait, je vous dis, c'est que des personnes des professions ordinales. Quand même incroyable. C'est-à-dire que notaires, huissiers, avocats, qui sont issus de notre formation, ben, c'est quand même des personnes qui sont issues, qui sont liées à des professions ordinales, et donc qui ont été enfermées dans un modèle de pensée, en l'occurrence, et oui, qui y sont re-rentrées. Donc, elles n'ont pas fait elles n'ont pas porté la voix de la profession de médiateur. Elles se sont limitées à la représentation de ce qu'est la médiation sous la tutelle d'une autorité. Là,
Je dis, il est possible d'avoir, avec, avec la reconnaissance des institutions des médiateurs, et moi je suis tout à fait favorable à ce que, et nous, quand je dis moi, mais peux dire que tous les médiateurs professionnels sont tout à fait favorables à ce qu'il y ait différentes instances qui soient reconnues, mais qu'on sache vraiment qui elles sont. C'est-à-dire que on peut avoir une organisation qui est liée à des instances catholiques, à des instances religieuses, peu importe, à des instances juridiques, à des instances des instances de représentation psychosociale, ou à des structures qui sont totalement indépendantes et rationnelles, comme la CPMN. Et c'est ça qui fait la différence. Donc oui, ça concerne l'article, parce tous les articles sont référencés, ça concerne l'article 1530-2 et 1530-3 du Code de procédure civile. Cet aspect de l'indépendance des médiateurs, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc il y a un cinquième point sur lequel on a eu une discussion subtile, Jérôme, c'est la confidentialité. C'est Oui, c'est quand même une grande question, ça. c'est une grande question et à la lecture du texte, en fait, il y a un paragraphe qui peut poser question, en tout cas qui peut paraître confus, parce que le terme, les pièces produites lors de la médiation, produites, ça ne veut pas dire la même chose de manière, dans le cadre légal, dans cet article de loi, que dans la vie de façon générale. Quand vous produisez quelque chose, c'est quelque chose que vous créez et que vous mettez là, comme ça. Alors que là, c'est pas la même chose. C'est produit lors de la médiation, Montré. c'est montré pendant la médiation, c'est porté à la connaissance des parties présentes à la médiation. Donc c'est pas la même chose. Et le problème, c'est que le kidam comme moi, hein, puisque moi j'ai fait cette confusion, quand on va lire cet article-là, on va se dire, dans un premier temps, c'est marqué que toutes les pièces que j'amène dans la médiation, c'est-à-dire tous les éléments de preuve, si on peut le dire comme ça, que j'amène dans la médiation sont couverts par la confidentialité. Et puis la phrase d'après, c'est toutes les pièces qui sont dans la procédure de médiation ou le processus de médiation, pour le dire plus régulièrement, ces pièces-là ne sont pas soumises à la confidentialité. Donc déjà, là, il y a une confusion potentielle et dont le risque, il est non pas pour les juristes qui comprennent très bien ce que ça veut dire, mais pour tous ceux qui vont avoir besoin de recourir à la médiation et qui ont besoin d'être rassurés sur la confidentialité et sur les différents aspects qui sont couverts par cette confidentialité. Donc déjà, là, une clarification est nécessaire pour que le citoyen sache de quoi on parle. Et le deuxième point, donc, sur la confidentialité, c'est aussi, là, toi, tu dis, au moins sur le plan pédagogique, sur le plan qualitatif des choix sémantiques, c'est important. C'est important que le législateur soit plus attentif à ne pas parler pour lui-même. Tu vois, il faut qu'il sache qu'il est lu, quand même. Et ça, c'est vrai que c'est... Parfois, ils oublient un peu, quand même. Pas qu'un peu d'ailleurs. Mais donc, le deuxième point sur la confidentialité, c'est une antienne, hein, parce que c'est quelque chose qui est pas récent, celle de dire que quand ça risque de toucher à l'ordre public ou alors à l'intérêt d'une personne faible, en situation de faiblesse, d'une personne dépendante, hein, que ce soit un enfant ou une personne ou toute autre personne dépendante, et que ça risque de compromettre ces personnes-là, eh bien, et le médiateur, lui, peut lever la confidentialité, hein. Donc, s'il a un doute, alors comment il fait? Bah, il va se tourner vers le juge et puis il va dire, ben, ce juge, moi, je ne peux plus intervenir parce que là, j'ai un doute sur le... Mais quand il dit que j'ai un doute, le moindre doute, quand il fait ça, si le médiateur lève le principe de confidentialité qui est une évidence qui doit être rigoureuse, eh bien, il va apporter au juge un élément de suspicion fort. Moi, ça me fait penser à des problématiques comme Outreau. Il y a des gens qui lèvent la confidentialité de leurs interventions et puis qui vont voir le juge en disant, oh là là, monsieur le juge, là, il y a un problème. Mais c'est quoi? Alors après, qu'est-ce qui va se passer dans la discussion entre le juge et le médiateur? Le juge, il va dire, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe?
Oui, je peux vous expliquer parce que là, je lève la confidentialité. Donc, en fait, quand le doute qui s'inscrit dans l'esprit de celui qui fait de la médiation, de cet amateur de médiation, je dirais, eh bien, ça devient un préjugement. C'est-à-dire, le doute ne bénéficie pas à la personne parce que, sur le coup, la médiation s'arrête. Et vous voyez, si par exemple il y a une suspicion, alors c'est quoi? Imaginons, dans quel cadre il peut y avoir un risque d'atteinte à l'ordre public? Alors, bon, on peut se dire, ben voilà, dans le cadre du droit du travail, on va prendre un cadre. Dans le cadre du droit du travail, il y a l'employeur qui dit non, moi je ne respecterai pas les conventions collectives. Ah, tiens, mais comment ça? Et l'ordre public? Non, 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 non. Euh, on va dire, il y a deux cambrioleurs qui vont voir un médiateur et qui s'entendent pour pouvoir, qui discutent pour pouvoir savoir lequel va partir avec l'argent en premier. Euh, là, oui, oui, là, il y a un problème d'ordre public. Euh, alors c'est un groupement de gens occultes hein, qui sont là et puis qui viennent en médiation. Non mais c'est quoi cette élucubration? On- c'est quoi l'ordre public là, dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que le médiateur en question, nécessairement doit être un juriste, quoi. Et nécessairement doit être un juge. Je vous le dis parce que c'est pas suffisant. Parce que juriste, c'est une chose. Mais il faut qu'il apprécie, lui, si vraiment l'ordre public peut être en cause. Et s'il a un doute, alors il va voir un autre de ses confrères. Non, vous voyez, c'est compliqué quand même. Déjà, c'est pas simple cette situation de dire que dans l'article 1528 3 du Code de procédure civile, eh bien, le médiateur pourrait lever la confidentialité. Moi, je dis là, il y a un problème. Il y a un double problème d'ailleurs, hein, c'est que le médiateur, il se voit chargé d'une obligation qui dépasse ses compétences, et donc s'il n'émet qu'un doute, ça n'a rien à voir, et c'est pas de l'appréciation, c'est qu'il ne sait pas. Donc on fait porter au médiateur l'obligation finalement de se constituer juge sur cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est le risque pour les personnes qu'on accompagne, parce que le médiateur peut très bien avoir un doute qui n'est basé sur absolument rien, et donc de mettre la personne en situation d'accusation probable, de mise, de mise en accusation sur ben, en fait, du vide, du doute, d'une crainte, Oui, d'une appréciation émotionnelle. mais par exemple, qu'est-ce qui peut porter atteinte à l'intégrité d'une personne, hein? Parce que c'est aussi ça, c'est s'il y a atteinte à l'intégrité d'une personne en situation de dépendance, de faiblesse, etc. Alors imaginons que j'ai raconté, je ne sais combien de fois, cette situation où une dame avait fait appel à un avocat qui avait utilisé des arguments selon lesquels le papa était quelqu'un qui faisait avait des comportements, du moins, des comportements plus qu'ambigus avec ses trois filles. Et parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'une procédure de divorce. Et donc, là, ben, le juge, sans faire appel à la médiation à l'époque, hein, le juge avait décidé de mettre, sur le doute, hein, sur le doute, de mettre les visites du papa vis-à-vis des enfants, des trois enfants, sous médiation. C'était des visites médiationnées, hein, comme il disait. C'est en Euh, milieu neutre. voilà. Donc, c'était bon, le papa, il avait complètement pété un câble, hein. Et parce qu'en fait, bon, des années plus tard, 3 ans plus tard, on saura que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de doute à avoir, que les photos, il y avait des photos qui avaient été produites, hein, mais que c'était des photos de salle de bain et que c'était la maman qui avait pris en photo d'ailleurs. Et donc, puis que savait bien ce qui se passait, rien du tout, hein, c'était bon.
Tout le monde était à poil là-dedans, quoi. Bah, c'est vrai. Mais bon, c'était la vie familiale. Et donc, ça faisait rire au moment où les photos avaient été prises. Et puis, c'était devenu un instrument de procédure lors du divorce, sorti du contexte. C'était devenu dramatique. Et donc, là, le doute, si par exemple, l'une des parties évoque quelque chose de cette nature dans le cœur de la médiation. Évidemment que le médiateur peut très bien se dire, oh là là, il faut que je fasse attention, il faut que je protège les personnes dépendantes, hein. Donc j'ai un doute, je vais voir le juge et je lui dis, monsieur le juge, madame le juge, voilà la situation dans laquelle je suis. Ça devient très problématique. Moi, je dirais, attention à l'incompétence des médiateurs. Ça, c'est l'incompétence des médiateurs. Et nous, à la CPMN, on a fait un choix. C'est celui de dire si un médiateur se trouve confronté à une limite de ses compétences, une limite de son acceptabilité, eh bien, il doit faire appel, au conseil de supervision de la médiation, et là, il y aura un autre médiateur qui va intervenir pour voir, apprécier ce qui se passe, mais tout en se dépolluant évidemment du doute que, que son confrère ou sa consoeur aura laissé planer. Donc, c'est pas une situation facile parce que c'est vrai que cette situation-là, mais on sait bien que dans les situations de conflit, les accusations les plus terribles sont portées par l'une ou l'autre des parties, voire les deux. Et c'est l'affrontement, c'est cet affrontement-là qu'il faut vider, sur lequel il faut travailler et sur lequel il faut avoir les compétences pour faire un accompagnement réflexif et aider les personnes à se positionner différemment. Et c'est ça le travail, que ce soit en médiation familiale ou en toute autre forme de médiation, hein, que ce soit voisinage, etc. Toutes les accusations pleuvent. On le voit même même dans la médiation de la consommation, parfois. Il y a des choses où on peut se dire c'est qu'un litige. Mais non, mais non, il y a des choses qui sont incroyables. On l'a vu, parce que dans la médiation de la consommation, c'est par exemple dans les écoles privées, hein. On a vu, par exemple, il y a eu des accusations incroyables, quoi, de perversion, de choses, alors que c'était vraiment des gens pas contents qui utilisaient des arguments d'affrontement. Et il fallait que le médiateur soit performant pour faire attention à ne pas actionner des doutes qui n'ont pas lieu d'être. Parce que le doute du médiateur, c'est pas un doute émotionnel. Ça doit être un doute rationnel. Et ça, il faut l'apprendre. C'est une posture et une technicité. Sachez-le. Le doute émotionnel, c'est l'affect. Le doute rationnel, c'est celui de la raison. C'est celui de l'accompagnement, de la réflexion. C'est des choses différentes. Existe un troisième doute, mais je vous laisse le plaisir de le découvrir lorsque vous viendrez en formation. J'en suis sûr. Ça va vous faire plaisir, vous allez voir. Donc il y a maintenant, ça on a travaillé l'article 1528.3 du Code de procédure civile, hein, c'était quand même pas rien, cet aspect-là. Et il y a encore deux autres, non, trois autres points. Euh, Oui. Et le point d'après, en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans ce point-là, ben qui est de oui, considérer que une personne qui refuse d'aller en médiation ou de rencontrer le médiateur pourrait avoir des conséquences financières. L'idée, elle est bien, le parce que là, business. c'est le droit à la médiation qui est là acté en disant, ben, si vous n'y allez pas, ça a des conséquences. Il y a un droit, un devoir. Sauf que ce qui est prévu, c'est une amende civile, Eh oui. jusqu'à 10 000 € quand même, hein. Donc, vous avez le juge qui vous dit, qui vous enjoint à aller en médiation, c'est-à-dire rencontrer le médiateur pour une séance d'information sur la médiation. Ah ben non, j'y vais pas. Ah non, ah non, non, j'y vais pas. Très bien, monsieur, vous n'y allez pas. Et donc, je peux vous mettre une amende civile qui va jusqu'à 10 000 €. Ah ben Mais, là, j'y vais là. mais c'est trop tard, vous n'y êtes pas allé. Merci. Ça fait 10 000 € pour l'État. Oui. Alors Alors, ce bon, qui est dommage. c'est ça en fait, c'est vraiment, c'est terrible de se dire que l'État ferait du business de la résistance à la médiation. Et en plus, c'est contre-productif parce qu'en fait,
Là, c'est 10 000 € pour l'État, il va pas être content, évidemment, il n'est pas content de payer. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est que la personne qui refuse d'aller en médiation nie le droit à l'autre d'avoir accès à une médiation. Et donc, la partie qui, qui est finalement pas la victime, mais qui supporte ce refus, c'est l'autre personne qui, elle, voulait la médiation. C'est elle qui était impliquée et qui cherchait une solution. Et pourquoi? Mais pourquoi, à ce moment-là, ne pas prévoir que la partie qui refuse d'aller rencontrer le médiateur est condamnée aux dépens de la partie adverse? Ah oui. Ça serait normal, parce que c'est une atteinte à l'exercice de la liberté de décision. Si la personne refuse d'aller en médiation, alors que la médiation, c'est une extension de la liberté de décision. C'est-à-dire, parce qu'il faut bien comprendre que aller voir un juge, c'est se faire priver de sa liberté de décision. Hein, restons sur des fondamentaux. Que la médiation, ça permet aux parties. Hein, je ne parle pas de la conciliation, parce que la conciliation, c'est quelqu'un qui va vous donner un conseil. Je ne dis pas que c'est forcément un mauvais conseil, mais que c'est un conseil. Tu dis, ah, faites ça. Bon, après, vous choisissez, c'est oui ou c'est non. Mais tandis que la médiation, c'est un mûrissement. Enfin, normalement, la médiation professionnelle, j'entends. Hein. C'est un mûrissement de la réflexion. C'est-à-dire que ça permet aux personnes de faire des choix, un choix réflexif, de rentrer dans une extension de leur liberté de décision. Quand j'ai fait le choix d'aller acheter quelque chose, de faire produire quelque chose, de m'associer avec quelqu'un, de, de, de développer une activité, de me marier, à ce moment-là, j'étais libre, enfin peut-être, mais parfois, disons-le, j'ai dit oui par consentement personnel, volontaire. Eh bien, quand j'ai fait ces démarches-là, que j'ai adhéré moi-même par ma libre décision, ben, quand je vais en médiation, s'il y a un souci, je vais en médiation, c'est une extension de ma liberté de décision. Là où le système judiciaire va rompre, va couper. Alors, que cette extension de la liberté de décision, si par exemple vous refusez de venir en médiation, tandis que nous sommes en conflit, ben, vous me privez de mon droit à la libre décision. Vous vous privez vous-même, mais vous me privez moi aussi de mon droit à la libre décision. Ça, ça ne doit pas bénéficier à l'État. C'est quand même incroyable de faire business sur une privation de liberté. Je trouve il y a quand même quelque chose d'un peu scandaleux de pouvoir imaginer ça. Alors que, oui, si vous refusez de venir en médiation, donc vous payez. Mes dépens, vous payez mon avocat, le meilleur avocat de la place. Oui, c'est ça en fait qui doit être fait. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'à ce moment-là, le médiateur, il devient acteur du système judiciaire, puisqu'il va dire, ben non, la partie n'est pas venue. Donc, en quelque sorte, philosophiquement, il perd déjà de l'indépendance, là. Oui. Parce qu'en fait, il est tenu de dire au juge, en l'état, il est tenu, là maintenant avec ce décret, le médiateur est tenu de dire au juge quelle est la partie qui n'est pas venue. C'est-à-dire qu'il devient un indicateur. C'est quand même très très problématique. Ça devient une instrumentation, je dirais, éthiquement, et sur le plan éthique, très problématique. Comment on peut demander à quelqu'un qui est indépendant, qui est censé être neutre, garant de la confidentialité, de sa propre confidentialité, parce qu'il ne peut pas être garant de la confidentialité des autres, hein, mais indépendant, neutre, impartial. On lui dit, ah, s'il y a quelqu'un qui ne vient pas te voir, alors dis-le à celui qui punit. Ah bon? Dans ces conditions-là, le médiateur devient très suspect. Hein. Moi, là, je pense que
ça devient une vraie interrogation. Si vous ne voyez pas ça, il va falloir nettoyer les yeux de l'intellect. Alors moi, ce que je conserve de cet article, parce que je suis profondément optimiste, peut-être trop, j'en sais rien, mais c'est que déjà, il y a une avancée sur le fait que quand il y a un droit, il doit y avoir des devoirs et il peut y avoir une sanction. C'est bien, ça va dans le bon sens. Maintenant, effectivement, il va falloir un peu modifier de manière à ce que ce soit encore plus incitatif, parce qu'imaginez que je refuse d'aller en médiation contre Jean-Louis, par exemple. T'as raison. Par exemple, puisque tu es là. Je refuse d'aller en médiation et on me dit, ah ben très bien, vous allez payer l'avocat de Monsieur Lascaux. Oui, Je dis, oui. attends, non seulement je peux pas le blairer, mais en plus je vais lui donner du pognon à lui. C'est Oui. quoi ça? Mais Ça, pas c'est du tout. ça, c'est incitatif. Oui, évidemment. Alors si on veut Même sur le inciter, plan pédagogique, c'est intéressant, cette version-là. bien sûr, donc si on veut inciter les gens à aller en médiation, eh bien transformer cette amende en quelque chose qui va être encore plus incitatif pour la personne qui serait tentée de refuser de rencontrer le médiateur pour une séance d'information. Merci, messieurs, dames les députés, de penser à ça et de faire évoluer. Peut-être suis-je trop optimiste, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire et on va y œuvrer. Alors pour la question de la députation, des députés, ça c'est un décret, donc c'est le gouvernement qui prend ce genre de formulation. Et c'est vrai que c'est le Conseil de l'environnement du Conseil national de la médiation d'avoir fait ce boulot qui est fait sans nous concerter. Donc j'espère qu'ils vont finir par voir l'intérêt qu'il y a de nous concerter avant de produire d'autres textes qui nous concernent. Enfin, qui nous concernent. Au demeurant, ça ne change rien à notre existence parce que je peux le dire, hein, on n'en fera rien de ce genre de texte. Et puis les juges, bah, ils voient que bon, c'est des textes qui modifient quelque peu, enfin, parce que il y en a certains qui disent fondamentalement, parce que les juges ne sont plus seulement des conciliateurs, des juges, mais ils deviennent des systèmes d'orientation. Ils vont dire, ah bah, allez voir le médiateur, etc. Et quand, ah, vous n'allez pas voir le médiateur, attention, hein, vous risquez 10 000 balles de sanctions. Voilà, c'est ça, ça fait pas un changement fondamental, parce qu'il le faisait déjà. Donc, plus ou moins, pour certains, pour les plus éveillés. Et donc maintenant, il y a un petit travail à faire sur le plan pédagogique. Mais ça dit, voilà, il y a un dernier point, et j'en parlais au tout début de ce dernier point, c'est le fait que quand on parle de médiation, eh bien, on parle de résultats. Moi, je me souviens, c'est pas nouveau, hein. Je me souviens, j'étais j'étais il y a 25 ans ou 30 ans, euh, je proposais à une société industrielle d'intégrer la médiation comme dispositif interne. Et le DRH était là avec le directeur financier, le directeur juridique. Ils étaient là en train de discuter. C'est une grosse boîte internationale. Qui a déménagé vers le Canada. Là. Je ne sais pas si vous pourrez toujours faire le lien. Et donc, il me dit, mais combien ça me rapporte? Et puis, si ça ne marche pas? Donc, c'est bizarre. Il dit, mais parce que quand vous faites des procédures prud'homales, ça marche. Alors, d'après ce que vous me dites, vous avez plusieurs millions d'euros enfin, on parlait en francs à l'époque, plusieurs millions de francs qui sont coulés par toutes ces procédures. Et comment vous mesurez les résultats de votre satisfaction? Comment vous mesurez ça? Et moi, vous me demandez, sur une période très très courte, de pouvoir fiabiliser mes résultats. Mais déjà, même si j'ai un shoot, une seule réussite par rapport à toutes les autres que vous avez d'échecs, eh ben, c'est toujours ça de procédure en moins, hein, parce que ça fait quand même de longues procédures. Donc, j'ai remarqué que, comme ça, qu'il n'y a pas
qu'il y a des approches sur la réussite de la médiation, des approches qui sont très ambiguës. C'est-à-dire, on va considérer qu'une médiation a réussi à partir du moment où il va y avoir une homologation en matière judiciaire, hein. Mais combien de médiations réussissent sans que les parties aillent jusqu'à l'homologation? Vous le savez ça? Eh bien, justement, vous devriez vous intéresser parce qu'il y en a beaucoup. Ben oui. Du côté des médiateurs professionnels, on déjudiciarise énormément de médiation qui allaient vers le système judiciaire. Vous savez ça? Donc, c'est vrai que c'est intéressant de regarder les choses autrement, de ne pas regarder les choses sous l'angle tout le temps des rapports d'autorité, des rapports de force, des rapports d'échec et de réussite au sens où on considère que quand c'est placé sous une autorité, alors il y a réussite ou il y a échec de la part des autres, de la part de ceux qui font ce qu'on aime bien dire de l'amiable. Donc voilà, l'idée, c'est de donner à la médiation toute une, toute son identité, tout son intérêt sociétal. Ça, c'est important parce que la médiation, dans notre société, telle qu'elle évolue, ben, c'est un ensemble de défis. Et je vous le dis, vous allez pouvoir venir au symposium de la médiation professionnelle 16 et 17 octobre 2025 à Paris. Inscrivez-vous. Allez voir, vous faites symposium de la médiation professionnelle.com sur Internet et vous pouvez vous inscrire. Vous verrez que on va aborder ce qui fait vraiment la profession de médiateur. Et ce décret-là, bon, c'est comme le dit Jérôme, on peut toujours se satisfaire de voir que malgré les détournements, les contournements, ben, le droit à la médiation progresse. C'est vrai. C'est vrai qu'on a des réussites. C'est vrai que malgré les formes détournées que prend le droit à la médiation, en fait, à un moment donné, il sera inscrit dans la Constitution, comme je l'ai dit depuis longtemps. Mais ça va venir. Ça va venir, mais pas sous la forme qu'il est actuellement. Il y a des modifications à faire, il y a des changements à faire, et je vous le dis, il faut arrêter de mettre la médiation sous la tutelle du système judiciaire. Ça, c'est décisif, c'est essentiel, hein, parce que d'ailleurs, elle ne sera pas que judiciaire, puisque la médiation est avant tout dans le monde civil. On le voit dans le monde du travail, on voit le partout. Donc, il faut revoir ces instances qui s'accaparent abusivement la médiation. Et nous en arrivons à la fin de cette émission de rentrée, on va l'appeler comme ça. Alors juste pour reprendre un tout petit peu, c'est que tu as dit le site du symposium, en fait, c'est symposiumdelamédiation.com, tout simplement. Donc vous pouvez aller sur le site qui est juste à ma gauche et aller vous inscrire pour participer à cette édition. Il y en a une tous les ans, donc si celle-ci, vous ne pouvez pas y assister en présentiel, ce sera peut-être la prochaine fois, et vous pouvez même le faire en distanciel. On en vient à la conclusion finale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que les émissions L'Hebdo de la médiation, c'est en direct tous les mercredis à 12h30, mais vous pouvez aussi nous regarder en replay, regarder surtout les émissions et peut-être découvrir de nouvelles choses sur la médiation et la médiation professionnelle. Soyez tous les bienvenus sur mediateur.tv et on vous donne rendez-vous évidemment en octobre pour notre symposium annuel. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.